À 8h16, l'invité de France Bleu Matin est un ancien général de la gendarmerie nationale, Nicolas Olivier. Bonjour Bertrand Soubelet. On ne vous entend pas. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez le numéro 3 de la gendarmerie jusqu'en 2014 et vous êtes aujourd'hui candidat aux législatives dans les Hauts-de-Seine. On va en parler. Mais d'abord, je m'adresse aux spécialistes des questions de sécurité nationale. L'attentat de Manchester, pour vous, est-ce que d'une certaine manière, c'est une réplique du Bataclan ? Oui, complètement. C'est une réplique du Bataclan. Ce sont les symboles de la démocratie qui sont attaqués. C'est la jeunesse, c'est la musique, c'est la liberté. Et donc, nous avons vécu ça au Bataclan d'une manière un peu différente. Et à nouveau, le terrorisme frappe en Angleterre et d'une manière absolument sauvage, parce que ce sont des enfants qui ont été atteints. Et ça, c'est absolument inacceptable. Alors, vous êtes connu pour votre liberté de parole, qui vous a d'ailleurs coûté vos fonctions lorsque vous aviez pointé les incohérences et les défaillances de la politique sécuritaire. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, selon vous, dans la lutte contre le terrorisme ? Je pense que la lutte contre le terrorisme c'est une très grande difficulté qui se pose aujourd'hui à nos démocraties, parce que nous ne sommes pas préparés, d'abord psychologiquement. Nous sommes en guerre depuis un certain temps et manifestement une partie de la population n'a pas encore compris ça. Et puis la lutte contre le terrorisme, ça nécessite un certain nombre de moyens et nous ne les avions pas jusqu'à présent. Et évidemment, il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits depuis les attentats de 2015. Ça fait 2 ans. Il y a eu une loi sur le renseignement qui a été promulguée et qui effectivement, d'ailleurs qui avait été promulguée au temps où Jean-Jacques Urvoas était président de la commission des lois. Et c'est une loi qui a permis de donner davantage de moyens aux services, à la fois des moyens humains, mais aussi des moyens techniques qui nous faisaient défaut de manière assez criante. Et d'ailleurs, il y a eu des attentats déjoués ces derniers mois en France, preuve que le renseignement parfois fonctionne. Absolument. Vous savez, c'est toujours difficile de mesurer le travail que font les services et leur efficacité, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'entend jamais parler, notamment les attentats déjoués. Et je pense qu'en matière de lutte contre le terrorisme, parfois, il faut savoir aussi être discret et ça ne s'accorde pas avec les grandes déclarations médiatiques. Mais on sent quand même une certaine impuissance de l'État face à cette menace. C'est une fatalité, on ne pourra jamais vraiment éviter tous les attentats. C'est pas une fatalité. La lutte contre le terrorisme comporte 2 aspects. Le premier, c'est d'essayer de lutter contre, ces manifestations, c'est-à-dire les attentats en eux-mêmes qu'il faut essayer de déjouer. Et là, nous avons beaucoup de succès de ce point de vue-là. Mais pour essayer de lutter en profondeur contre le terrorisme, il faut absolument donner une capacité de renseignement à nos services, parce que c'est à la fois dans la profondeur et dans la durée que l'on peut combattre le terrorisme. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons dans nos cités, dans certains de nos territoires, des individus qui sont prêts, qui sont auto-radicalisés, par Internet bien souvent, et qui sont prêts à se sacrifier pour crier leur haine de notre société, parce qu'ils n'y trouvent pas leur place. En fait, la réalité, c'est ça. Et contre cela, il faut que vraiment nous ayons une action de profondeur, une action en direction de notre jeunesse, parce que je peux vous dire qu'il y a des dizaines et des dizaines, je ne veux pas faire de sinistrose, mais il y a quand même, il faut être lucide, des dizaines et des dizaines de garçons et de filles qui aujourd'hui seraient capables de faire la même chose. Vous voulez dire qu'il faut lutter contre la radicalisation, c'est ça la priorité ? Oui, la priorité, c'est de faire en sorte que notre jeunesse, en particulier celle qui se situe entre 2 cultures, trouve sa place dans notre société et n'ait pas envie de démolir et de détruire la société dans laquelle ils ont été élevés. Alors en termes de présence sur le terrain, il y a en France le dispositif Sentinelle, avec ses patrouilles de militaires. D'ailleurs, on voit que Theresa May va un peu s'inspirer de ça, c'est ce qu'elle a annoncé. Est-ce que ce dispositif vous paraît adapté, efficace ? Bon, écoutez, c'est toujours difficile de prouver l'efficacité d'un système de cette nature, parce que vous mettez des gens sur le terrain, vous ne savez pas ce que leur présence permet d'éviter. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous avons une nécessité absolue de déployer tous les moyens. C'est fait d'ailleurs depuis un certain temps, puisque je rappelle que nous sommes en Vigipirate depuis plusieurs années dans sa configuration la plus élevée. Et puis, nous sommes en état d'urgence, et l'état d'urgence a permis aussi de déployer des militaires. Ça ne suffira jamais. L'affichage ne suffira jamais. Il faut aussi, encore une fois, travailler en profondeur. Alors vous êtes donc candidat d'hiver droite dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, celle d'Issy-les-Moulineaux, le siège d'André Santini depuis 30 ans. Pourquoi cette candidature ?
C'est tout simplement le prolongement de mon engagement pour mon pays. J'ai quitté la gendarmerie et je considère que ce que j'ai fait pendant 35 ans, c'est la suite logique que j'essaie de promouvoir aujourd'hui. Vous savez, quand je regarde notre Assemblée nationale, quand je regarde les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en termes de sécurité, y a-t-il un spécialiste, y a-t-il quelqu'un qui connaît les questions de sécurité à l'Assemblée nationale? Strictement aucun. Donc moi je considère que l'Assemblée nationale doit ressembler à notre société et doit comprendre un certain nombre d'experts. Moi j'en suis en termes de sécurité et il me semble que je pourrais apporter une certaine plus-value à l'Assemblée nationale. Et vous étiez proche d'En Marche à la base, mais finalement vous avez changé d'avis, vous vous présentez sans étiquette, pourquoi ? Je ne dirais pas que j'étais proche d'En Marche, je dirais simplement que le président de la République à l'époque, Emmanuel Macron, m'a demandé de lui faire profiter de mon expérience, que j'ai fait assez volontiers. Et ensuite j'ai pris des distances avec la machine d'En Marche, pas avec le président de la République, avec la machine En Marche, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, des fonctionnements qui ne me plaisaient pas beaucoup, et puis le ralliement d'un certain nombre de membres du gouvernement de François Hollande. Jean-Yves Le Drian notamment. Oui, notamment, mais pas que. Et donc, moi, j'en fais pas une affaire personnelle parce que je pense qu'aujourd'hui, notre politique, notre vie publique est marquée par des excès de comportement, des excès de langage, et moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais sans étiquette, ça va pas vous coûter votre place? Ça va être plus difficile de convaincre les électeurs? Oui, mais c'est toujours beaucoup plus difficile. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est d'apporter son engagement, sa conviction à l'Assemblée nationale. Après, ça sera certainement difficile, mais vous savez, les combats les plus difficiles sont souvent les plus beaux. 17 candidats dans cette 10e circonscription du 92, je vais en citer quelques-uns. Il y a l'imitateur Gérald Dahan pour la France Insoumise, Gabriel Attal pour la République En Marche, Thomas Puy-Jalon pour le Parti Socialiste, Jérémy Coste pour l'UDI et Anne-Laure Mahler pour le Front National. J'ajoute que vous avez publié un livre en avril aux éditions de l'Observatoire, ça s'appelle « Sans autorité, quelle liberté ?» Tout un programme. Merci beaucoup Bernard Soublet d'avoir été notre invité. Merci beaucoup et je voulais simplement dire que j'ai une affection toute particulière pour le réseau France Bleu puisque j'ai eu l'occasion dans mes responsabilités sur le terrain, je pense à France Bleu Pays Basque, France Bleu Vaucluse. 44 radios locales partout en exactement. France. Merci beaucoup, Merci ça nous à vous. touche. Merci Bernard Soublet, bonne journée.